midi du centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir docteur Alexander Moreno qui va réaliser une présentation sur l'assistante domestique électronique Adèle chez les personnes âgées, présentation du protocole de recherche d'une étude pilote. Le docteur Alexander Moreno a tout d'abord travaillé en tant que clinicien-chercheur au sein de l'hôpital central de la police de Bogota en Colombie. Donc, docteur Alexander Moreno est depuis 2018 neuropsychologue à l'hôpital Notre-Dame du Sus, centre-site de l'île de Montréal. En 2019, il est devenu professeur associé du département de psychologie de l'Université de Montréal. Et depuis 2020, il est également chercheur clinicien au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Docteur Moreno a récemment obtenu une subvention du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour son projet qu'il va nous présenter aujourd'hui. Et le projet proposé par le docteur Alexander Moreno et qui va nous être présenté vise à étudier la faisabilité d'une technologie innovante afin de maintenir l'autonomie chez les personnes âgées après une hospitalisation. Docteur Moreno, je vous donne la parole et aussi je fais un petit rappel à l'audience. J'ai oublié de le faire avant, je m'excuse. Si vous pouvez penser à bien fermer vos micros le temps de la présentation, je m'excuse, j'ai oublié de faire ce rappel juste avant. Toutes mes excuses par rapport à ça. Alexander, je vous donne le relais. Merci beaucoup pour cette magnifique introduction, Benjamin. Alors, ça va bien? Oui, merci. On va fermer les micros, effectivement, pour éviter... On va essayer de m'éclipser. Oui. Et, on va fermer le micro, merci. Alors, merci pour la présentation encore une fois et pour cette occasion de pouvoir partager avec vous le protocole de recherche de cette étude financée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'assistant domestique électronique Adèle chez les personnes âgées. Alors, c'est ce que vous allez voir ici, c'est le protocole de cette étude pilote. Et de mon côté, venez de voir ma présentation, mais ce que je vais vous proposer de faire maintenant, et comme on ne peut pas passer à présenter chaque personne de façon individuelle, je vais ouvrir le sondage où je vais vous demander, je sais qu'il y a des gens qui portent plusieurs chapeaux, mais je vais vous demander de vous identifier avec un seul rôle. Quel est le rôle qui vous représente le mieux? Alors, avec les options qui sont là, et je vais ouvrir le sondage. Alors, je vais juste attendre quelques secondes pour vous donner la chance de répondre. Super. Il reste encore quelques personnes. Il reste encore un 10% à répondre. On va leur donner un peu de temps. OK, je pense que je vais l'arrêter juste là. Ça va nous donner une idée. Et je vais partager les résultats. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants et de cliniciens surtout. Et je suis vraiment content. Comme vous savez, moi aussi, je suis clinicien. Mais pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir... et vous allez il y a beaucoup de choses par rapport aux cliniciens et des inquiétudes cliniques que je vais partager avec vous. Et on n'a pas malheureusement de personnes âgées de la communauté. Je vois ici quelques proches aidants, des chercheurs aussi. Alors, merci à vous tous d'être là. Et je vais juste fermer mon sondage. Et voici ce que je vous propose comme plan. Et je vais vous présenter quelques faits saillants pour décrire l'état de la situation à améliorer avec ce projet. Et on va passer à toute la description du projet comme tel, avec l'objectif, c'est quoi Adèle, c'est la description spécifique de la technologie et des fonctionnalités d'Adèle, et ainsi que le protocole de recherche, les résultats attendus. Et je vais terminer avec des perspectives de collaboration. Et vous allez voir, c'est un projet transversal vraiment qui va nous permettre de collaborer à plusieurs niveaux. Alors, sans plus tarder, et voici la façon comme je vois la situation améliorer.
Alors, on a comme une réalité démographique avec le vieillissement de la population qui fait partie d'un segment de la population. Et dans toute la population, pas seulement la population âgée, et on assiste à un problème de continuité des soins. Et ici, comme vous allez voir, on s'adresse particulièrement à la continuité des soins entre l'hospitalisation et le domicile. Et on a aussi, particulièrement par rapport à la population vieillissante, un problème en lien avec l'isolement social qui est très connu depuis longtemps, avec des conséquences que je vais vous décrire plus tard. Et aussi, on a aussi la réalité de la pandémie liée au nouveau coronavirus qui a vraiment eu un impact, une amplification de cet isolement. Alors, je présente ici des données de l'Institut de la statistique du Québec où vous pouvez voir clairement qu'il y a une croissance démographique qui se concentrera dans le groupe des 65 ans et plus. Donc, c'est une hausse totale de 1,7 million de personnes attendues au Québec entre 2016 et 2066. Donc, le groupe de 65 ans et plus augmenterait à lui seul de 1,3 million. Alors, ce n'est pas négligeable comme réalité. Ensuite, on a notre problème de la continuité des soins. Et par rapport à la continuité des soins, c'est un rapport du commissaire à la santé et au bien-être 2017 et où on témoigne vraiment d'une difficulté, d'une amélioration qui devrait se produire en termes du partage d'informations entre les professionnels de la santé. Aussi, d'un manque de coordination, ou peu de coordination et de continuité dans les soins de service, dans les soins et les services à la suite d'une hospitalisation. Et ensuite, déjà en 2017, le Québec affichait un retard marqué quant à l'utilisation des technologies de l'information et de la télécommunication. Et comme je sais qu'il y a plusieurs cliniciens, beaucoup d'entre nous ont travaillé encore avec des dossiers papier, ce qui est quand même étonnant en 2021. Juste pour vous donner cet exemple. Alors, ici, c'est encore le commissaire à la santé et au bien-être dans un rapport où ils ont décidé de donner les voix aux intervenants. Il y a plusieurs acteurs impliqués. Et c'est un nuage de mots et un rapport très, très intéressant qui nous parle, entre autres, de maltraitance organisationnelle. Alors, vous voyez comme plusieurs mots qui attirent notre attention et qui reflètent l'état difficile dans lequel on a été plongé et que les personnes âgées particulièrement ont été plongées, et qu'elles soient hébergées ou à domicile, et les réalités qu'on a dû vivre parce que, comme vous le savez, moi, je travaille dans un hôpital et moi, j'ai vécu de l'intérieur les 3 vagues. Alors, comme plusieurs d'entre vous, vous savez que le confinement et l'isolement préventif des personnes âgées dans leur chambre ou leur domicile a été très difficile à vivre pour certaines d'entre elles. Et certaines d'entre elles parlent encore de se sentir emprisonnées. Et alors, c'est vraiment, quand on parle des personnes qui ont été laissées à elles-mêmes dans leur chambre, entre les repas, qu'on peut dire même abandonnées, sans visite ou avec très peu d'activités, parce qu'évidemment, on vit aussi une réalité de manque de personnel et c'était vraiment très difficile. Alors, c'est encore pire quand il fait chaud et les chambres ne sont pas climatisées, on ferme la toile, les rideaux, la noirceur totale. Alors, on est vraiment comme dans une chambre d'isolement de restrictions sensorielles, ce qui est vraiment pas le fun. Et, Docteur Moreno, oui? c'est juste pour vous prévenir, l'écran a été inversé et on voit votre mode, on voit plus en plein écran. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Ah, c'est revenu? OK. Oui, on voit à nouveau en plein écran. Merci beaucoup. OK, c'est étrange. En tout cas, merci. Là, est-ce que ça a changé ou non? C'est revenu, là c'est en plein écran, c'était revenu en mode présentation. OK. Alors, qu'est-ce qui est particulièrement important de ce rapport? Et c'est vraiment le fait que
il faut prioriser les services à domicile. Et pourquoi on doit prioriser les services à domicile? Parce que c'est vraiment l'avenue la moins coûteuse et quand on le compare à l'hébergement et quand on le compare aux autres types de stratégies, particulièrement l'hébergement, ça va nous coûter plus cher que de permettre aux personnes d'être et de rester dans leur domicile. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'isolement social? Par rapport à l'isolement social, on connaît déjà un rapport du gouvernement du Canada qui parle d'un facteur de risque de maltraitance envers les aînés. Alors, on parle d'abus financiers, on parle aussi du fait que le fait d'être en isolement social peut faciliter justement toute cette situation d'abus et aussi le risque d'adopter des comportements négatifs pour la santé. Alors, quand on parle de comportements négatifs pour la santé, on parle notamment de consommation d'alcool et du comportement tabagique, d'un mode de vie sédentaire. Est-ce que mon écran s'est arrêté par hasard? Oui, on n'a plus de partage d'écran. Je m'excuse. Pas de souci. Alors, on était ici. Et d'un mode de vie sédentaire, évidemment, de moins bonne alimentation. Et ça corrèle aussi. On ne voit pas, je m'excuse, on ne voit pas votre écran. Excusez-moi, c'est vraiment embêtant. Je vais finir par la trouver. Est-ce que vous voyez l'écran? C'est tout bon, oui. Okay. Merci beaucoup. Alors, ça corrèle aussi avec la présence de chute et aussi avec une augmentation du risque d'hospitalisation, donc de 4 à 5 fois plus élevé, et même avec la mortalité. Alors, il y a des études très récentes qui nous montrent qu'avec la COVID, les personnes âgées ont vécu une augmentation de l'anxiété et une diminution de la participation sociale, ainsi qu'une réduction de la qualité de leur sommeil et des activités aussi, et une diminution de la qualité de vie avec une augmentation de la dépression, surtout chez les personnes âgées de 85 ans et plus. Alors, par contre, ce n'est pas tout qui a été négatif du point de vue de la COVID. On s'est rapidement adapté et on parle ici d'une étude de juillet 2020 et chez les Canadiens de 65 ans et plus menée par le réseau HWell qui nous a montré que les personnes âgées de 65 ans et plus ont augmenté l'utilisation de certaines fonctionnalités. 23% font des appels vidéo sur leur téléphone intelligent. Alors, ça représente une utilisation accrue aussi par rapport à l'année précédente. Et 65% ont déjà un téléphone intelligent et plus de 83 l'utilisent chaque jour. Puis, presque 90% utilisent déjà l'Internet de façon quotidienne. Si on revient à cette étude, mais cette fois-ci, on recule un peu dans l'âge pour les Canadiens de 50 ans et plus, et 66% croient déjà que les progrès technologiques peuvent aider à atténuer l'incidence de la COVID sur la vie quotidienne, et même 67% seraient prêts à payer pour cette technologie, pour une technologie qui leur permettrait de rester à la maison, et même la moitié d'entre eux pour une technologie qui les aiderait à gérer mieux leur santé et le mieux-être. En plus, un peu plus de la moitié avaient déjà eu un rendez-vous par télésanté et la plupart d'entre eux étaient satisfaits. Alors, c'est quand même très parlant. Et qu'est-ce qui s'est passé du point de vue, qu'est-ce qui se passe du point de vue de notre CIUS? Hier, justement, on tenait notre journée annuelle sous le titre de l'innovation au cœur de notre pratique. Et avec le conseil multidisciplinaire et d'autres acteurs, notamment
les pilotes télésanté de la Direction générale adjointe de santé physique générale et spécialisée, la Direction des ressources informationnelles et la contribution des membres de la Direction du service multidisciplinaire, volet pratique professionnelle, Direction des ressources humaines, communication et affaires juridiques. Et nous avons co-construit un sondage sur la télésanté. Et je vais présenter des données préliminaires qui ne sont pas encore rendues publiques. Il y a 97 gestionnaires qui ont répondu, 1268 techniciens et professionnels. Et un sondage mené cette année, de février à avril. Et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le rapport disponible à partir du 16 juin. Mais alors, ce que je vous montre ici, c'est vraiment des données préliminaires. Et une des choses par rapport au volet gestionnaire, quand on a posé la question par rapport à l'utilisation de la modalité de la télésanté, 54% ont répondu que leur service utilise déjà la modalité télésanté. Et 87% ont dit que la télésanté fait partie des stratégies spécifiques au contexte de COVID-19 pour le maintien ou pour la réactivation des services. Alors ça, du point de vue des gestionnaires et du point de vue des professionnels. Et déjà, 75% affirment que leurs services professionnels peuvent être offerts à leur clientèle par l'entremise de la télésanté. Et 65% ont déjà intégré la télésanté à leur pratique. Si on continue avec le volet professionnel, la plupart d'entre eux exercent la télésanté depuis 3 à 12 mois, ce qui corrèle très bien avec le début de la pandémie, mais il y a quand même un 13% qui étaient des gens qui ont adopté cette approche même avant la pandémie. Alors, en termes de la fréquence d'utilisation, on voit qu'il y a une augmentation très importante depuis le début de la crise sanitaire. Et en termes de la fréquence d'utilisation de la télésanté, vous voyez, presque la moitié utilise déjà la télésanté quelques fois par semaine et 17% l'utilisent même quelques fois par jour. Alors, on témoigne ici vraiment d'un changement de paradigme, d'un changement de pratique et de l'effet de la pandémie sur nos pratiques. Alors, avec tous ces faits saillants, l'objectif de cette étude est d'explorer, selon la perspective de la personne âgée, du proche aidant et du clinicien, la faisabilité de l'assistante domestique électronique ADEL, dans le but de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées après une première ou une deuxième hospitalisation. Alors, je vais passer à la description de la technologie ADEL. Et la technologie ADEL est une technologie 100% québécoise conçue par Soft Biomed, qui est une start-up québécoise située à Trois-Rivières. Et il y a plusieurs caractéristiques qui sont particulière de cette assistante domestique électronique. Alors, ça nous permet vraiment de personnaliser les fonctions et ça nous permet de créer une extension virtuelle du proche aidant et de l'intervenant. Et ça nous permet aussi de créer ce qu'on appelle un réseau de soutien virtuel. Alors, je vais vous montrer comment, à l'aide d'une tablette dédiée exclusivement à ADEL, nous pouvons créer une interface très simple où il n'y a pas plus de 2 niveaux de menu où on évite d'avoir toute intrusion, soit des mises à jour ou d'autres processus qui se passent comme en arrière et qui va permettre aussi d'être tellement simple que ça va être facile d'utilisation. Alors, voici ADEL. Alors, parmi les caractéristiques, les fonctions principales d'ADEL, on a l'appel ambitiophonie, on a l'appel d'urgence, la fonction de détection de chute, la gestion de la médication, la commande de repas et la possibilité d'éditer le profil à distance par le proche. Alors, c'est ça que je vais vous montrer, chacune de ces fonctions en détail ici. Alors, ADEL est une tablette dédiée pour la personne âgée. Et alors, on va parler ici de 2 personnages fictifs, Marie, qui est la personne âgée.
Et c'est ça que vous voyez dans la tablette, c'est ça le menu, de la façon comme il s'affiche. Tandis que pour le proche, c'est une application à télécharger. Alors, Marie, c'est la personne âgée qui possède la tablette. Puis, et Jean, c'est la personne qui a téléchargé l'application Adèle dans son cellulaire. Ils sont connectés en ce moment à travers Adèle. Alors, voici, pour la fonction de visiophonie, Marie appelle Jean. Vous voyez des grosses icônes qui sont faciles à retenir. Et l'interface est aussi très simple pour la réception de l'appel. Dans un cas d'alerte, Adèle a aussi un bouton d'alerte sur l'écran. Alors, si la personne veut lancer une alerte, elle peut le faire à travers ce bouton. Et 20 secondes plus tard, Jean va recevoir un texto qui va l'avertir sur le déclenchement de cette alerte. Mais qu'est-ce qui se passe si la personne ne peut pas s'approcher de la tablette pour déclencher l'alerte? C'est le cas d'une chute. Alors, Adèle a intégré une montre avec un détecteur anti-chute. Alors, le bouton d'alerte détecte la chute. Vous voyez ici l'icône de la montre. Et 20 secondes après, Jean va recevoir un texto qui va lui dire qu'il y a une détection d'une chute qui vient de se produire. Alors, à ce moment-là, le proche va pouvoir aider en conséquence. Alors, je sais que ça a l'air un peu abstrait et pour ça, on a préparé cet extrait vidéo que je vais vous montrer. Ce que vous voyez actuellement, c'est la tablette Adèle de Marie, 89 ans et autonome. Marie habite à Québec et son fils Jean est à Toronto. Dans quelques instants, Marie va chuter. Mais heureusement, le détecteur de chute qu'elle porte au bras va déclencher une alerte. Voyez, l'alerte est déclenchée. Après 20 secondes, son fils Jean va recevoir un texto sur son cellulaire. Ça y est, le texto est parti. Il va l'appeler pour savoir ce qui se passe. Et comme le système est en mode alerte, Marie n'aura pas besoin de répondre. La communication s'établira automatiquement. Allô? Allô, maman? Maman, c'est Jean. Écoute, Adèle vient de m'avertir que tu étais tombée, peut-être. Est-ce que tu peux m'entendre? Est-ce que tu peux me répondre? Moi, je ne t'entends pas, là. Écoute-moi bien, maman. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler les services d'urgence si tu ne me réponds pas dans 5 secondes. Là. Je vais appeler les services d'urgence puis je vais rester avec toi toute la durée jusqu'à temps qu'ils arrivent, OK? Donc, inquiète-toi pas, je suis avec toi. Bon, vous avez compris que Marie n'était pas tombée. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a pris son bracelet et on l'a laissé tomber pour simuler une chute. C'était pour vous montrer comment, avec Adèle, on peut gérer les situations d'urgence et les chutes. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Ce que vous voyez actuellement. Parfait. Alors, c'est ça la façon comment le détecteur de chute fonctionne. Mais on a aussi les rappels pour les médications qu'on peut programmer à distance dans ce cas. Et la personne âgée reçoit une alerte pour confirmer la prise de la médication. Donc, Marie doit confirmer la prise des médicaments. Et si après 10 minutes, elle n'a pas confirmé, alors le proche va recevoir un texto parce qu'il n'y a pas eu cette confirmation. Et du point de vue du commande des repas, avec Adèle, il y a déjà comme une entente avec certains commerces. Et ici, c'est l'exemple des repas des jardins à Québec. Mais vous comprenez que ça peut être limité, comme c'est personnalisé et ça va être vraiment différent pour chaque personne et les possibilités sont illimitées. Alors, Jean veut commander des repas pour Marie. Alors, sans sortir d'Adèle, il peut aller directement sur le site et faire passer la commande à partir de chez lui.
En termes de l'édition du profil, l'édition à distance, Jean va être en mesure d'éditer le profil de Marie en restant chez lui et ça comprend que ce soit ajouter des contacts de services, de programmer le rappel des médicaments, de programmer les rappels pour les rendez-vous et même de vérifier l'activation du bouton d'alerte. Tout ça, ça peut se faire à distance. Alors ici, il y a une deuxième capsule vidéo juste pour résumer tout ce que je viens de vous montrer. Voici Adèle, l'assistante domestique électronique développée par Sovbiomed. Elle a été conçue spécifiquement pour favoriser le maintien à domicile des aînés en perte d'autonomie. Pour l'aîné, Adèle est une tablette électronique dédiée, alors qu'il s'agit d'une application à télécharger pour les proches, les amis, les intervenants, etc. Adèle permet en effet de faire et de recevoir des appels en visiophonie avec son entourage, elle inclut un agenda électronique intelligent, de commander des repas. On a perdu le son, docteur Moreno. Elle dispose aussi d'un bouton d'alerte à l'écran qui envoie un texto aux proches lorsqu'activé. L'alerte est aussi activable via un bouton panique porté comme bracelet par la personne ou suite à une chute, car ce bracelet est aussi un détecteur de chute. On accède aux fonctions d'édition en appuyant sur le logo ADL. On peut alors gérer son propre profil et ses préférences ou ceux de la personne soutenue, et ce, à distance. On peut ainsi ajouter ou retrancher des contacts, des fournisseurs, des services, programmer des rappels pour la prise de médicaments ou pour des rendez-vous, ajouter des objets connectés via Bluetooth comme un détecteur de chute, un détecteur de mouvement, des caméras, etc. Voilà quelques tâches qu'Adèle peut accomplir, mais son développement ne fait que commencer. En plus de soulager et de rassurer les proches, Adèle est définitivement l'assistante idéale pour toute personne en perte d'autonomie ou présentant des limitations cognitives ou fonctionnelles. C'est la gouvernante domiciliaire de demain, disponible dès aujourd'hui. Alors, comme vous comprendrez à ce stade-ci, Adèle est vraiment centrée sur la personne âgée et on peut identifier un proche aidant principal, ça peut être un proche aidant professionnel ou un membre de la famille et de la famille biologique ou de la famille choisie parce que ce n'est pas nécessairement un lien biologique. Et on a aussi des interactions intragénérationnelles et intergénérationnelles qui vont se faciliter. On a aussi la possibilité de maintenir le réseau d'amis, le réseau social de la personne et aussi, on parle aussi de l'interaction avec l'intervenant. Alors, c'est ça qu'on appelle le réseau de soutien virtuel. Adèle, ça fait quand même quelques années qui a été en développement. Et cette technologie a été présentée déjà en 2017 au Salon 50 de la Fédération de l'âge d'or du Québec. Et vous voyez ici les résultats de la perception de l'utilité d'Adèle par groupe d'âge à partir de 45 ans jusqu'à 85 et plus. Et comme vous pouvez constater, il n'y a personne qui a dit que cette technologie serait inutile. Et la perception d'utilité était très modérément et très utile par les personnes âgées et même à partir de 45 ans. Alors, en termes de l'étude pour la méthodologie, il s'agit d'une étude pilote qui va être développée à l'Institut de gériatrie de Montréal.
Et avec les unités de courte durée, l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive, les unités de soins post-aigus et l'unité de courte durée gériatrique et les participants. Et on va recruter des personnes âgées après une première ou une deuxième hospitalisation. On parlait d'une perte d'autonomie transitoire, ça peut être avec une opération, ça peut être après une chute. Et des personnes âgées de 65 ans et plus, et sans troubles neurocognitifs, et si on vise vraiment le vieillissement normal et la perte d'autonomie transitoire, des candidats à la réadaptation externe pour le retour à domicile et évidemment où on peut identifier un proche aidant avec un cellulaire doté d'une connexion Internet. Et du point de vue des intervenants, on va recruter, et ça peut être un ergothérapeute, un infirmier, un physio. Et voici la procédure. Et premièrement, les personnes âgées choisies seront dotées d'une tablette dédiée à Adèle avant de quitter l'hôpital, pendant l'hospitalisation. Et en même temps, les proches aidants, avec leur autorisation, évidemment, ils vont être contactés pour faire le téléchargement de l'application Adèle sur leur appareil mobile. Et l'intervenant du milieu preneur pourra avoir accès à l'application avec une tablette aussi dédiée à Adèle. Qu'est-ce qui nous intéresse? Et on est intéressé vraiment à l'évaluation de la faisabilité qu'on va évaluer à l'aide des entrevues semi-structurées, l'utilisabilité avec l'échelle System Usability et aussi le sentiment de sécurité et de satisfaction à l'aide des échelles visuelles analogiques, le taux d'utilisation des fonctions. Ce sont des informations qui sont automatiquement collectées par le système et qu'on peut faire sortir de façon anonymisée. Et le taux d'appropriation aussi avec une échelle de mesure sur l'appropriation. Alors, voici le protocole en cours. Alors, on est en hospitalisation, on est dans la phase recrutement. Ensuite, la pré-intervention se fait toujours à l'hôpital, c'est-à-dire d'expliquer c'est quoi Adèle, de permettre à la personne âgée de se familiariser avec la technologie. Et ensuite, la personne va commencer à l'utiliser à domicile. On va prendre un premier temps de mesure à 1 mois de l'intervention et un deuxième temps de mesure à 2 mois de l'intervention. Évidemment, le soutien technique à distance de Sofbiomètre va être offert tout au long de l'étude, de la collecte de données. Et qu'est-ce qu'on attend comme résultat? Et les personnes âgées, les proches aidants et les cliniciens pourraient trouver qu'Adèle est facile à utiliser. Ils vont signaler différents niveaux de satisfaction et une perception accrue de la sécurité. Et les données de faisabilité et d'utilisabilité vont permettre aussi d'estimer le niveau de confiance de l'utilisation d'Adèle et l'impact d'Adèle sur la relation de soins. Et comme on est toujours en perspective de développement et d'amélioration, ces données sur la fréquence d'utilisation, les résultats de l'étude vont permettre d'identifier des barrières et des facilitateurs. On parle du point de vue technique, humain, culturel et logistique. Et quand on va penser plus à une plus grande échelle pour l'implantation de cette technologie. Alors, je vais vous parler ici de la perspective de collaboration que j'ai décidé d'organiser par axe. Alors, du point de vue des neurosciences du vieillissement, et je vais vous montrer la possibilité d'élargir l'utilisation d'Adèle pour les troubles neurocognitifs et pour l'étude du sommeil chez les personnes âgées. Et du point de l'axe 2, et ce n'est pas pour rien que j'ai parlé beaucoup de télépratique dans mon introduction pour la promotion de la santé, les soins et interventions. Et je vais vous parler de l'utilisation d'Adèle et des possibilités de collaboration pour les interventions pharmacologiques et non pharmacologiques chez les personnes âgées et les aidants naturels. Aussi de l'utilisation de la gérontechnologie comme une stratégie pour vieillir dans la communauté. Et vous allez voir qu'on va même toucher aux soins palliatifs. Alors, ici, vous voyez les représentantes de l'axe 1. Alors, pour le vieillissement normal, je vais vous parler en premier d'une possibilité de collaboration avec Benjamin Vollet pour le développement des interventions cognitives en vieillissement normal
ADEL pourrait être utilisé pour atteindre comme une possibilité pour délivrer ce type d'intervention. Du point de vue des études en relation avec la douleur, les travaux menés par Pierre Rainbill et évidemment, à la suite d'une hospitalisation, on pense beaucoup à la prévention de la douleur chronique et au contrôle de la douleur et l'utilisation de techniques comme la pleine conscience et l'élaboration de protocoles à distance sur la pleine conscience pourrait être intéressant comme une possibilité de collaboration qui pourrait être délivrée à travers ADEL. Et on connaît très bien les travaux de Sylvie Belleville par rapport à MEMO. Et ça serait intéressant de penser à une version hybride ou une version en ligne de MEMO et même la possibilité de faire des interventions de groupe s'il y a comme des adaptations qui pourraient être faites à ce niveau-là. Et du point de vue du projet qu'on parle d'Anaïs Ansaldo, et le volet proche aidant, vous voyez, est très présent ici. Et c'est sûr qu'il y aurait des possibilités en termes de l'implication des aidants, que ce soit des aidants naturels ou des aidants professionnels, et comment ils peuvent contribuer pour, même à distance, contribuer à faciliter la relation de soins. Et Dr. Danvaux travaille dans le sommeil, mais on travaille déjà avec une montre détecteur anti-chute. Et on pourrait aussi inclure dans cette montre la possibilité de faire des études d'actigraphie pour étudier effectivement la dynamique du sommeil et corréler toutes ces données avec les données d'utilisation d'ADEL pour voir comment les personnes fonctionnent à domicile. Alors, on s'en va dans un volet de collaboration qui promet d'être très, très fructueux. On va dire ça comme ça. Et on voit ici nos directrices de l'Axe, Mylène Aubertin puis Nathalie Bière, et du point de vue de la gérontechnologie. Alors, on parle du quartier innovant, de laboratoire vivant, d'appartements intelligents. Évidemment, et la technologie ADEL, vu qu'on a la possibilité de connecter des objets, et ça permettrait d'intégrer l'appartement intelligent. Et du point de vue du quartier innovant, on pourrait même penser à la création de super utilisateurs comme les centres communautaires qui pourraient d'une certaine façon avoir quelques privilèges pour pouvoir établir des connexions déjà avec leur clientèle à travers ADEL et pour impliquer différents acteurs du point de vue communautaire. Et du point de vue de la santé physique, on connaît bien les travaux de Mylène et de Dr. Kergoat qui parlent de l'activité physique en post-hospitalisation, de prévenir le déconditionnement, qui parle aussi qui teste déjà des interventions à distance, et que ce soit en vidéo, que ce soit directement avec une plateforme. Alors, ADEL pourrait nous aider effectivement à délivrer ce type d'intervention. Et ensuite, les travaux de Louis Bérer par rapport aux chutes et par rapport à et les styles de vie. Alors, on parle plus de promotion de la santé et en termes de psychoéducation, ce sont des choses qu'on pourrait aussi faire à travers ADEL. Et aussi, on parle ici des travaux de Chantal Dumoulin, et programme d'incontinence urinaire, programme de rééducation périnéale et qui se font déjà à distance et qui montrent leurs preuves et qui pourraient effectivement être délivrés à travers ADEL. Du point de vue de la santé cognitive, mais il y a des travaux de Sylvie que j'ai déjà présentés dans la diapositive précédente. Et je ne sais pas pourquoi Anaïs ne sort pas ici, mais elle est là. Et probablement qu'elle va sortir plus tard. Ici, par rapport à la santé mentale et tout ce qui est la santé et les travaux et par rapport à
les interventions psychoéducatives, promotion de la santé dans le domicile et même avec des proches qui sont en soins de longue durée. Et ça peut être intéressant aussi. Et les travaux de Joanne Filatro et en lien avec les activités intergénérationnelles avec les aînés. Et comme vous avez vu, et avec Adèle, on peut faciliter les activités intragénérationnelles et intergénérationnelles. Et aussi les travaux de Sébastien Grenier sur la dépression et la dépression gériatrique et tout ce qui est la psychopathologie post-COVID et aussi la peur de tomber. Alors, il y a comme tout un travail à faire en termes de psychoéducation et en termes de trouver des interventions pour faire face à toutes les conséquences, à toute la psychopathologie qui vient avec le syndrome post-COVID. Et on va avoir comme, on le savait déjà, après la COVID, on va avoir comme l'autre pandémie, ça va être une pandémie de la santé mentale. Et c'est une façon comme on peut adresser ce type de problématique. Et du point de vue pharmacologique, il y a notamment les travaux de Cara Tannenbaum et Justin Tourner par rapport à l'utilisation sécuritaire des médicaments. C'est sûr qu'avec Adèle, on pense à l'avenir à comment lier l'application sur mode utilisateur avec privilège directement avec les pharmaciens. Et ça serait une information qui est très importante de savoir quelqu'un qui oublie et qui a des problèmes de compliance et de pouvoir identifier rapidement ce type d'usager pour pouvoir agir rapidement. Et on a aussi des travaux ici sur l'analyse sexospécifique où on sait que les hommes consultent moins, mais que les hommes sont attirés par la technologie aussi. Alors, comment on peut attendre et arriver à offrir des services de santé à travers la technologie et pour éviter ce biais par rapport au genre. Et du point de vue des soins palliatifs, et comme vous savez, il y a plusieurs personnes qui peuvent recevoir soit les soins palliatifs à domicile ou les soins palliatifs à l'hôpital. Pour ceux qui préfèrent les soins palliatifs à domicile, et Adèle va permettre de continuer en contact et de gérer un peu le type de personnes que ceux et celles qui sont en fin de vie et veulent finalement avoir comme le petit cercle d'interaction s'ils le veulent. Et aussi de rester en contact avec le clinicien et même il y aurait comme un volet, même pour l'aide médicale à mourir, ça pourrait comme toute la partie d'éducation sur c'est quoi ce type de soins et tout ce qui implique, ça pourrait se faire à travers Adèle jusqu'à ce que l'intervention se produise finalement. Et voilà, Naïne, c'est là. Alors, à l'avenir, quels seraient les développements ou les possibilités? On pourrait lier Adèle à Info Social, Info Santé pour avoir une assistance 24 heures sur 24, de personnaliser selon les besoins, selon la symptomatologie, la problématique et certains types de services comme l'accès à suicidation, les programmes pour la cessation tabagique. Et même pour la fin de vie, il y a des programmes comme celui-ci que je vous présente, que j'aime beaucoup, pour la rédaction des messages d'adieu et de biographies de fin de vie que nous faisons normalement en personne, mais qui peuvent se faire aussi à distance, ce n'est pas des interventions qui sont équivalentes à la psychothérapie, mais qui ont vraiment un impact en fin de vie et qui viennent de la communauté. Alors, ce sont des choses qu'on pourrait intégrer. Alors, juste pour résumer ici, Adèle touche vraiment comme à toute l'étendue et plusieurs scénarios, l'hospitalisation.
le soutien à domicile, mais aussi, ça va jusqu'à la communauté. Il y a un aspect communautaire d'Adèle. Et alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est un projet transversal parce que ça touche plusieurs niveaux. Ça touche à la fois les soins actifs, la réadaptation et les soins palliatifs. Et il y a un étendu par rapport au vieillissement aussi, parce que ça va du vieillissement normal au vieillissement pathologique en termes de possibilités d'intervention et d'adaptation qu'on peut faire. Et il y a aussi un volet de promotion et de prévention et de promotion de la santé que nous pouvons faire à distance. Et sans oublier aussi qu'il y a un volet équité, diversité et inclusion parce que la compagnie travaille aussi pour développer cet outil est accessible en plusieurs langues. Pour l'instant, c'est disponible en anglais et en français, mais probablement que dans quelques temps, on va avoir Adèle en langue atikamekw. Et alors, ça va réussir, juste pour vous donner un exemple, et ça va nous permettre d'atteindre des populations qui sont normalement marginalisées. Alors, je parle notamment des populations autochtones, des populations immigrantes et des populations issues de la diversité sexuelle et de genre qui ont des préventions par rapport au contact avec les services de santé par peur d'un traitement discriminatoire. Alors, avec ça, j'aimerais juste remercier mes collaborateurs de la compagnie SoftBiomed, vous remercier de votre attention et évidemment remercier le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le financement qui sont octroyés à ce projet et à vous de votre attention. Merci beaucoup, Dr Moreno, pour cette merveilleuse présentation et toutes les merveilleuses perspectives pour nous tous, là, pour les personnes âgées, aussi pour le centre en vue de collaboration. C'est vraiment très, très intéressant. Je vais laisser la parole aux personnes qui ont suivi cette présentation pour pouvoir poser des questions. Allez-y. Donc, attendez, je vais suivre aussi mon Zoom. Je m'excuse un petit peu. Je m'excuse. Je vois une main levée. Allez-y, Madame Grandmaître. Oui, bonjour. Donc, je suis avec mon étudiante Caroline Grandmaître. Mon nom est Karine Debat. Je suis neuropsychologue. Merci pour la présentation. J'avais en fait plein de questions. Je trouve ça très intéressant comme projet. Je vais aller en deux volets. Là. La première, c'était de savoir si vous disiez que le proche aidant pouvait éditer l'application. Je me demandais si un intervenant pouvait aussi éditer des informations dans l'application et si ça faisait partie du projet pilote que vous faites. Donc, si ça fait partie de ça, je me demandais comment ça se faisait concrètement. Comme est-ce que l'intervenant a son propre cellulaire puis son application. Donc, ça, c'est plus la première partie. Puis la deuxième, c'est qu'est-ce que vous voulez mesurer ou qu'est-ce que vous espérez, au-delà de regarder la facilité d'utilisation d'Adèle, puis si ça fonctionne, qu'est-ce que vous espérez en termes de soins ou de récupération, de communication? C'est quoi vos objectifs avec Adèle? C'est un peu mes deux questions. Et pour la première question, il y a toujours un code qui va permettre de faire l'édition. Et comme c'est une étude exploratoire, une étude pilote, on veut, entre autres, comprendre, mais c'est quoi ce type de besoin? Mettons, et Madame Grandmaître, là, vous me parlez d'un besoin technique déjà, et vous me parlez d'un besoin en termes de réadaptation. Je vous renverrai un peu la question dans le sens de vous, dans votre travail, et quelle serait l'utilité que vous verriez et comment nous, comme équipe de recherche, pourrait répondre plus tard à ce besoin. OK. Bien, en fait, oui, on a plein de besoins, là, notamment, par exemple, faciliter la communication entre les intervenants et puis les proches aidants ou bien avec le patient en tant que tel, parce que parfois, bon, il y a plusieurs proches, mais donc, pour le moment, vous n'avez pas nécessairement d'objectif
spécifiques ou vous n'avez pas de mesures particulières ou de premier objectif spécifique avec ADEL, c'est ça? Vous êtes encore en exploration? On est en mode exploration pour l'instant, mais c'est sûr qu'on va avoir un comité aviseur et dans ce comité aviseur, on va pouvoir cibler un peu plus, identifier exactement c'est quoi comme ce type de besoin pour mieux nous diriger vers ces objectifs que je vois de votre côté. C'est le partage d'informations, c'est la communication que vous voulez faciliter. Par exemple, et puis c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux éthiques après de confidentialité quand on entre dans des applications. Fait que j'étais très curieuse de savoir comment est-ce que vous pensiez gérer tout ça, mais je vois que c'est peut-être en phase exploratoire. Oui, mais c'est justement ce type de crainte qu'on aimerait savoir de toute façon. Et quel est le type d'information qui va circuler. Et normalement, ça ne va pas s'activer, mettons, pour l'appel si la personne ne répond pas. Et en termes des échanges, il y a beaucoup d'échanges qui se font aussi par téléphone. Et l'information circule de toute façon. Et j'aimerais juste savoir quel est l'enjeu éthique qui vous préoccupe en ce moment? Ben, en fait, c'est pas avec ce que vous avez décrit nécessairement. Là, c'est plus si l'intervenant, parce que ce serait, personnellement, je pense que c'est bien quand l'intervenant peut communiquer ou si jamais le proche aidant veut communiquer avec l'intervenant via l'application. Mais si on fait ça, ben, ça veut dire qu'il y a des informations médicales ou du dossier médical qui peuvent se transmettre de cette façon-là. Donc, c'est juste que c'est de l'information confidentielle, puis le client peut avoir donné son consentement avant, là, c'est correct, mais sur le plan éthique, c'est juste dans les procédures de comment mettre ça en place dans la machine du réseau de la santé. Je pense que c'est ça le défi. Je peux peut-être répondre à quelques questions, Dr. Moreno. Oui. Donc, Jean Bernier de SocBiomed. En fait, la première question, c'est sur les privilèges qu'on pourrait donner à un intervenant. En fait, c'est très simple. Dans ADEL, il y a déjà des rôles qui sont définis. Des rôles de soutien, des rôles de participants, etc. Donc, il s'agirait de donner un rôle de soutien à l'intervenant. Puis, à ce moment-là, il pourrait paramétrer le profil de l'aîné à distance, tout comme le proche aidant pourrait le faire. Ensuite, au niveau de la sécurité, on utilise des protocoles standards de sécurité qui font en sorte que au niveau de l'authentification, on ne peut pas, tout est encrypté. C'est-à-dire que même nous, on ne peut pas connaître, par exemple, le mot de passe de la personne. Les seules informations qui vont être là dans le protocole de recherche, ça va être probablement des informations très, très générales, peut-être même pas nominales, ça va dépendre justement du docteur Moreno, parce qu'en fait, on prête une tablette qui pourrait être sur laquelle pourrait apparaître seulement le nom et la photo de la personne. Une fois que la personne a participé au protocole, tout est effacé. Et puis, il n'y a pas de... En fait, les données sont sécurisées selon les standards. Merci. Merci, Jean. Je pense que l'enjeu ici, c'était qu'est-ce qu'on fait avec les informations qui arrivent du proche sans nécessairement avoir le consentement du client. Je me permets d'intervenir. Je vous propose qu'on puisse enchaîner avec d'autres questions de l'audience et on peut garder un temps d'échange après à la fin. On peut garder le Zoom ouvert, n'hésitez pas. C'est juste pour maximiser les interactions avec les mains levées. Madame Rousseau? Oui, merci. Merci pour votre présentation, Dr. Moreno. J'ai une question peut-être un petit peu plus précise par rapport au volet de votre système qui concerne la détection des chutes. Est-ce que vous avez fait ou avez-vous déjà des données sur la spécificité et la sensibilité de détection? Merci beaucoup pour la question. Et
Je vais inviter Dr. Vernier pour répondre à cette question parce qu'à ma connaissance, pour l'instant, il n'y en a pas, mais je pourrais me tromper. En fait, je peux répondre qu'on a fait des tests et dans certaines conditions, la détection des chutes est toujours un problème. C'est-à-dire que la meilleure façon de porter le détecteur de chute, c'est à la ceinture selon la littérature. Le porter au bras, c'est peut-être un problème parce que les bras agissent dans la chute différemment. Donc, la personne peut se prévenir avec un bras, puis le bras qui porte le détecteur de chute. Donc, ça empêche certaines détections. Ce qu'on sait du détecteur de chute, selon les tests qu'on a faits, à partir du moment où il tombe d'une hauteur de 1 mètre, il y a un accélérateur à l'intérieur qui fait en sorte que l'alerte est déclenchée. On l'a testé à plusieurs reprises. C'est vraiment efficace à ce niveau-là. À partir du moment où il est porté à la taille, il y a plus de chances que la taille cogne le plancher mieux qu'une main qui pourrait se retenir à quelque part. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. De belles perspectives également pour valider un petit peu plus ces aspects-là, alors peut-être probablement, d'après votre réponse. C'est une des avenues de collaboration éventuelles. D'autres questions dans le chat. Est-ce que votre tablette est en Wi-Fi ou 3G? Est-ce que les deux sont possibles pour la communication? Docteur Vernier, les tablettes qui vont être prêtées sont des tablettes LTE avec une carte SIM. Donc, peu importe, on n'aura pas de grosses infrastructures implantées là, dans les résidences. Donc, c'est du 4G. Merci pour votre réponse. On avait également une question en lien avec la question de Mme Rousseau sur le risque de chute, donc on a pu y répondre. Et également une réponse sur la possibilité d'avoir une réponse sous 24 heures à laquelle, Dr Bernier, vous avez déjà répondu que c'était possible, si je ne me trompe pas. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai confondu. Le patient peut-il avoir une réponse 24 heures par jour? Et si oui, est-ce qu'il peut y répondre? C'est une question de M. Blaise. Je peux répondre, oui. En fait, c'est très possible à partir du moment où la personne ne désactive pas ses alertes de texto, parce que à l'écran d'Adèle, il y a possibilité d'envoyer directement un texto, de rappeler. Donc, quand on active la photo, il y a 3 choix. Donc, le choix d'appeler, le choix d'envoyer un message de rappel, le choix d'aller sur le site web si quelqu'un a un blog à quelque part. Là. Donc, à partir du moment où la personne active la demande de rappel, c'est un texto qui est envoyé, qui est déjà préprogrammé. Il n'y a pas de clavier dans Merci pour votre réponse, Monsieur Moreno. Également, une question dans la continuité de celle-ci sur y a-t-il une possibilité une question de Madame Lacerte, y a-t-il une possibilité de passer le relais entre plusieurs répondants aux urgences? Par exemple, quelqu'un de garde le jour et une autre personne de garde la nuit. Est-ce qu'on peut préconfigurer ces choses? C'est ça qu'on explore plus à long terme si Adèle est implantée finalement dans tout le système. On devrait avoir des postes consacrés à Adèle où il y aurait quelqu'un de garde effectivement pour faire ce type d'intervention et en cas d'urgence. Mais ça, ce sont des possibilités encore qui vont ressortir. C'est une très bonne idée en fait. C'est bon. Ah, c'est bon, mais tu en as déjà? Oui. Ben là, c'est le fun ça. Oui. Merci pour votre réponse, Dr Moreno. On va prendre une dernière question de M. Bentaleb. Lors de l'étude, est-ce que les professionnels de santé, entre parenthèses infirmiers, médecins et autres soignants et intervenants, seront formés afin de mieux apporter l'application Adèle auprès des patients hospitalisés? C'est-à-dire, est-ce que votre intervention elle est précédée d'une formation auprès des professionnels et intervenants?
Oui, oui, tout à fait. On a une phase d'entraînement, pas seulement pour la personne âgée, mais aussi pour les professionnels et pour les proches. Ils vont se familiariser avec l'application. Puis, il y a le service technique de Softbiomed qui va être disponible tout au long parce que ça, c'est une des causes d'abandon de la technologie, justement, quand il n'y a pas de service technique. Alors, on va s'assurer que le service technique va être disponible. Et je vais prendre une dernière question. J'ai vu une main se lever pour terminer sur une question orale de François RL. Je vous donne la parole, François, et on va terminer sur cette question avant de clore la conférence. Parfait, merci Benjamin. En fait, c'est François Rasco-Lanoux, je suis étudiant au doctorat en gérontologie à l'Université de Sherbrooke. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Je me demandais par rapport au devis, au volet méthodologique de votre projet de recherche. Je me disais, est-ce que vous êtes intéressé aussi à employer des questionnaires d'analyse de réseau, donc à savoir documenter les effets sur le réseau personnel des participants par rapport à leur utilisation de modèles? Ce n'est pas encore prévu, mais ce n'est pas exclu non plus. Alors, et si vous avez des recommandations, je suis très ouvert. Des recommandations? Par rapport à ce type de questionnaire, si c'est quelque chose que vous faites dans votre projet et que vous aimeriez partager avec moi. Et on est en phase justement de préparation de la demande à l'éthique. Et oui, s'il y a une façon de l'intégrer, ça pourrait être intéressant. Merci pour votre contribution. Merci. Merci François, merci Dr Moreno. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et d'avoir assisté à cette merveilleuse conférence du Dr Moreno. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt pour la prochaine conférence. Merci. Merci beaucoup, au revoir à tous. Merci.